j'ai testé pour vous le Galaxy Z Fold 5, il coûte 100 balles de plus et il se ferme à plat. Merci beaucoup d'avoir regardé ce test du Galaxy Z Fold 5, abonnez-vous, des bisous. Bon allez, en vrai, on a beaucoup plus de choses à dire dessus, d'autant que moi je n'ai jamais utilisé de Fold de ma vie, donc j'ai plein de petits retours à vous faire sur ce format qui est quand même toujours un peu particulier. Bon alors le concept pour ceux qui n'ont rien suivi, c'est quoi? Le Fold, c'est un écran en façade classique mais un petit peu étroit quand même, c'est un des reproches qu'on lui fait souvent, et quand on l'ouvre, une tablette ou un grand smartphone, ça dépend comment vous voyez les choses. Évidemment, ça impressionne tout de suite son monde. Quand vous sortez ça en soirée, tout le monde est « Ah mais c'est quoi ton téléphone? C'est quoi ce truc ?» Tout le monde est de le toucher, de le fermer, de l'ouvrir. En plus, au-delà du côté esthétique et satisfaisant à fermer, ça évite qu'il y ait de la poussière qui se mette sur la pliure au milieu, et ça évite de tout le temps devoir faire ça avant d'utiliser son téléphone. Bon voilà, on a fait le tour des nouveautés du Z Fold 5, donc je vais pas vous le refaire à chaque fois, mais en vrai c'est ça, la grosse nouveauté, c'est cette charnière qui se ferme. Malheureusement, on a toujours la pliure qui est visible au milieu. Ça, ils n'ont pas encore réussi à le retirer. Ce qui fait que c'est juste une toute petite amélioration, là où ça aurait pu être quand même un truc qui change tout. Bon, je vous vois déjà venir, vous allez me dire à quoi ça sert. Ça fait la même chose que n'importe quel autre smartphone. On passe des appels avec, on va sur des applications, bon, merci beaucoup quoi. Par exemple, quand j'étais en train de bosser à la maison tranquillement, j'avais tout le temps le Fold posé comme ça en mode flex, ça s'appelle comme ça, et je pouvais tranquillement naviguer dans ma musique, tout en bossant à côté sur mon PC. Il y a vraiment un truc très sympa avec ce téléphone qui a pas besoin de support et qui se maintient, et qui est presque un espèce de petit mini PC comme ça avec lequel on va interagir. On peut même enregistrer un raccourci qui nous ramène tout de suite vers deux apps en split screen comme on les avait configurées. Ça démarre comme ça, au quart de tour, les apps elles rament même pas avant de se lancer. On sent que Samsung ils ont quand même quelques années au compteur et que ça commence à très bien fonctionner leur histoire. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'on peut vraiment personnaliser l'expérience comme on le souhaite. On peut choisir par exemple qu'une application, quand on ferme le téléphone, elle continue de fonctionner. On peut prendre d'une main des photos et naviguer de l'autre main et aller les déposer dans une autre application en glisser-déposer, un peu comme sur un PC. Il y a plein de petits raccourcis aussi, avec un simple geste de deux doigts sur le côté, hop, on passe en multiscreen, ou alors en allant chercher dans le coin, hop, on passe en fenêtre flottante. C'est vraiment une galaxie d'usage qui s'offre à vous. On peut même choisir que l'écran d'accueil à l'intérieur ne soit pas le même que l'écran d'accueil en façade, ce qui va permettre d'avoir une expérience smartphone classique et une expérience tablette et de séparer les deux. En fait, c'est ça qui est génial. À chaque fois qu'on ouvre une app, on est là à explorer des nouveaux territoires, à essayer de nouvelles choses. Bon, par exemple, j'ouvre l'appareil photo tout simplement et j'ai pas fait gaffe, l'écran est ouvert. Et ben en fait, je me rends compte qu'à gauche, j'ai une galerie et à droite, j'ai mon interface classique d'appareil photo. Bah, c'est super bien pensé aussi. Il y a plein de petits trucs comme ça. On peut aussi passer des appels en visioconférence grâce à la caméra sous l'écran et avoir un support. Alors attention, la qualité de la caméra sous l'écran, bon, il y a un peu l'impression qu'il y a une espèce de voile de pixels devant le visage, mais bon, ça fait le taf, ça suffit pour passer des appels pro. Et si, comme moi, on adore le mode flex et qu'on l'utilise H24, et ben on peut même forcer des apps à passer en mode flex et avoir plein de petits raccourcis sur la partie basse de l'écran. Bref, c'est super bien pensé. Bon alors sur le mode flex, il faut juste savoir une chose, il y a deux sortes d'apps. Il y en a qui sont compatibles de base, qui ont été développées pour le mode flex, qui vont s'afficher comme il faut, qui vont s'adapter, etc. Et il y a d'autres apps qui vont s'afficher normalement, et qui vont pas forcément en profiter. Heureusement, là aussi Samsung a été malin, ils ont ajouté un petit menu où on peut forcer certaines apps à passer en mode flex et avoir des petits raccourcis en bas. Ça aussi c'est très sympa, et à la fin ça permet vraiment d'avoir une expérience sur mesure et d'avoir un téléphone qui est exactement comme on a envie qu'il soit, qui réponde à nos usages, et finalement, bah, qu'est-ce qu'on cherche de plus sur Android? On a les modes de concentration, on a la possibilité de personnaliser l'écran de verrouillage, on a plein de petits trucs, et globalement c'est une interface que j'aime beaucoup. Bon voilà, vous avez compris, il y a plein d'usages intéressants, chacun fera sa petite exploration du Fold, c'est vraiment super. Moi jusqu'ici, ce qui me faisait peur avec les Fold, c'est que j'avais l'impression que j'allais avoir un truc énorme dans la poche, j'allais devoir me coltiner tous les jours et que j'allais regretter en fait d'en avoir un. Mais en fait, je m'aperçois que Samsung, ils ont quand même fait beaucoup de progrès là-dessus. À chaque génération, on en est à la 5e, ils ont réduit petit à petit la taille, l'épaisseur, le poids, et là on arrive à quelque chose de moins encombrant qu'un S23 Ultra par exemple. Regardez, si je le mets à côté, il est plus petit, il est moins large, bon, il est plus épais, mais globalement j'ai l'impression qu'il prend un peu moins de place dans la poche, et pour un smartphone pliant avec un énorme écran, bah ça reste quand même vraiment pas mal. Alors c'est bien gentil ce grand écran, mais faut quand même que je vous dise quelque chose. Je trouve que le concept il est pas encore totalement abouti cependant. Il est très bien ce Fold, mais est-ce que Samsung est quand même pas un petit peu en train de se tromper au bout de cette 5e génération? Moi je l'ai utilisé pendant une semaine et il y a quand même un truc qui m'a sauté aux yeux, c'est que les ratios d'écran des deux écrans, bah ça va pas en fait. Ça reste un problème et ça reste je pense une erreur de jeunesse dans le sens où je pense que dans quelques années,
ils feront comme l'Oppo Find N2 Flip par exemple, et je pense qu'à terme, ils arriveront à quelque chose d'un peu moins carré pour l'écran intérieur, et d'un petit peu moins étroit pour l'écran extérieur. Parce que concrètement, quand je suis en façade, et bah pour écrire, j'ai pas la place, j'arrête pas de taper sur les mauvaises touches, et je peux pas regarder de vidéo avec parce que c'est tout écrasé, ça fonctionne pas vraiment, c'est vraiment pour des petits usages par-ci par-là, voilà. Et du coup je me dis bon, allez, je suis arrivé chez moi, je vais me faire une bonne vidéo et tout. Bah le gain par rapport à S23 Ultra, il est pas si énorme parce que j'ai des énormes bordures en haut et en dessous du fait du format carré. Regardez, si on compare avec le S23 Ultra, on a un écran beaucoup plus grand et en fait la vidéo elle est pas beaucoup plus grande que ça. On gagne pas tant d'espace que ça, et du coup ce grand écran qu'on se trimballe dans la poche, la majorité de ces pixels vont se transformer en pixels noirs. En tout cas, ça c'est vrai pour des vidéos. Parce que par exemple, quand on va se mettre à jouer ou utiliser le multitâche, alors là par contre, le grand écran, on en profite à donf, et on a effectivement l'impression d'avoir une petite tablette entre les mains. Et regardez, par exemple, sur un jeu de stratégie, et bah on se rend bien compte que sur un smartphone classique, on n'aurait pas forcément envie d'y jouer, ce serait un peu trop à l'étroit, ce serait pas très pratique. Là par contre, on a envie de plonger dedans, de construire des trucs, de zoomer, de dézoomer, enfin voilà quoi. C'est génial. Bon évidemment c'est Samsung, donc niveau qualité d'écran, ça se place là quand même. Les couleurs, elles sont là. On a du 100 Hz sur les deux écrans, et le grand descend même jusqu'à 1 Hz. C'est une des petites nouveautés cette année, les deux écrans montent en luminosité jusqu'à 1750 nits. C'est exactement comme le S23, mais écoutez, c'est toujours un peu plus de confort quand on va l'utiliser en extérieur. Alors je sais pas si c'est parce que les écrans sont plus lumineux, mais j'ai trouvé que sur l'autonomie c'était un peu moins bon cette année. C'est d'ailleurs ce que montre notre protocole de test automatisé Visor, sur lequel il a fait 2 heures de moins que l'année dernière, donc on peut s'attendre à une autonomie un peu moins bonne. Il est descendu à 11 heures alors qu'il avait fait 13 heures l'année dernière. Je vous rassure quand même sur l'autonomie, j'ai réussi à utiliser une journée complète avec l'écran déplié, et j'ai terminé aux alentours de 22 heures, j'avais 8% pour vous donner une petite idée. Donc j'ai tenu la journée alors que je l'ai utilisé comme un malade. J'ai écouté de la musique toute la journée, j'ai regardé des vidéos, j'ai répondu à des messages, bref j'ai utilisé mon smartphone quoi, et il a tenu. Donc ça reste ok. Bon bien sûr, si vous êtes encore plus fou que moi et que vous faites des trucs de malade dessus, je pense qu'il tiendra pas la journée. Pourtant c'est un très grand écran sur une petite batterie, bon, c'est quand même un truc à savoir. Sur la photo, c'est un des avantages du Fold, il a la polyvalence que n'a pas le Flip, puisqu'on a un téléobjectif x3. Dans l'idée, c'est la même configuration photo qu'un S23, ou à peu près, il y a des micro-différences, mais on est exactement sur le même principe. Un capteur principal, un ultra grand angle et un téléobjectif x3. Dans les faits, c'est ce que Samsung sait faire, à savoir des photos un petit peu flatteuses, un petit peu criardes peut-être, mais ce que quand même beaucoup de gens aiment et ce qu'on a envie de voir sur les réseaux sociaux, faut quand même se le dire. Il y a un bon piqué, le mode portrait il est tout à fait correct, le mode nuit il fait le taf. Enfin voilà, je vais pas m'appesantir là-dessus, je vous laisse juger avec les photos qu'on vous met à l'écran. Et si vous avez vraiment un doute, je vous invite à regarder notre test du Fold 4 l'année dernière, parce que c'est exactement pareil. Tout à l'heure je vous parlais du fait de jouer sur ce téléphone, autant vous dire que vous allez avoir de quoi faire, parce que maintenant on a un Snapdragon 8 Gen 2 with Galaxy, c'est exactement la même puce, une fois encore, que le S23. J'ai rien à lui reprocher, dès qu'on lance une app, elle se lance en un claquement de doigts, tout fonctionne du tonnerre. En jeu, sur Fortnite, je monte en épique, 60 fps, ça tourne sans problème, ça chauffe pas tellement. Franchement, c'est très satisfaisant. Et si vous voulez un peu l'expérience ultime sur Android, on n'en est pas très loin. Les Exynos, s'il vous plaît, ne revenez pas. On veut plus vous voir. Vous savez qu'on va se les taper sur les 24. On va se les taper sur les 24. Vous l'aurez entendu ici en premier. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? C'est toujours le problème, hein. Je vous rappelle que on a une addition très salée cette année, 1900 €. Voilà, je vous laisse un petit peu encaisser. 1900 € pour un smartphone en 2023, je pense que c'est un peu excessif, d'autant que le Fold 4 se trouve aujourd'hui aux alentours de 1400 €, et qu'en fait toute l'expérience que je viens de décrire, que j'ai kiffé, etc., bon bah vous avez globalement la même chose sur Fold 4, il n'y a pas des grosses nouveautés, on vient de le dire. La charnière, bon, ça va pas changer schmilblick, et puis toutes les nouveautés logicielles, il va les avoir, d'autant que les deux smartphones ont 4 années de mise à jour Android, ce qui fait que lui, bon bah il aura une année supplémentaire, mais le Fold 4 il reste tout à fait correct, on a encore 3 années de mise à jour devant nous, on est très bien quand même pour un smartphone haut de gamme. Voilà, j'ai aimé le Fold 5, mais je peux difficilement vous le recommander par rapport au Fold 4 qui est son plus gros concurrent en réalité. Il y a effectivement le Honor Magic VS, je vous vois les fans d'Honor, je ne vous ai pas oublié, mais je pense qu'il est un petit peu en retrait quand même par rapport au Fold, on verra l'année prochaine. En revanche, je vous conseille pas forcément de prendre le Fold 3, il y avait quand même des grosses améliorations entre Fold 3 et Fold 4, notamment sur l'autonomie, donc là-dessus, je pense qu'il faut quand même trancher pour le Fold 4.
Ceci étant, le Fold 3 a peut-être encore un petit mot à dire, étant donné qu'il lui il coûte autour de 1000 € aujourd'hui. Mais bon, à 1000 €, je vous conseillerais un smartphone haut de gamme aux alentours des 1000 balles, vous serez beaucoup mieux qu'avec un Fold 3, à mon humble avis. Pourquoi je dis ça? Parce que globalement, à 1000 balles, vous pouvez avoir des smartphones excellents avec beaucoup plus d'années de mise à jour. Le Fold 3, il en a plus que 2. Et alors, si vous voulez vraiment un Fold et que vous avez que 1000 €, je vous conseille d'attendre un petit peu de pouvoir acheter le 4. Parce que le 3, c'est plus vraiment conseillable. Bon, si vous êtes encore là, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, vous faites partie de l'élite de Frandroid. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas le cas. Moi, je vous dis à très bientôt sur Frandroid, des poutous.